Je vous propose de commencer sans attendre. Cela fera arriver les dernières personnes. En tout cas, un immense merci d'être si nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire. Donc, on en est évidemment extrêmement fiers et preuve de l'utilité de ces échanges sur un sujet qui nous intéresse tous, le service public de la petite enfance, avec Clotilde Robin, donc coprésident et coprésidente du groupe de travail Petite Enfance à l'AMF. On vous accueille bien volontiers. Je dis quelques mots d'introduction et Clotilde fera la conclusion. Vous voyez, lâchement, je prends le rôle le plus simple. Je voulais déjà remercier immensément Jean-Baptiste Frossard, directeur de projet pour le service public de la petite enfance et secrétaire général du comité filière petite enfance, donc DSS, et Guillaume Roussier, qui est chef du bureau des familles et de la parentalité à la DGCS, qui sont là pour répondre à nos questions. Donc un grand merci à nos deux intervenants. Quelques petits mots simplement d'introduction très rapide, mais pour rappeler que de toute évidence, et comme le prouve ce webinaire, l'Association des maires de France était favorable à la réforme du service public de la petite enfance, que nous avons appelé de nos voeux, parce qu'effectivement, ça fait écho aussi à l'attractivité de nos communes, quelle que soit leur taille. C'est un enjeu aussi d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi d'apporter des solutions concrètes aux jeunes parents qui, dans nos villes, cherchent évidemment des solutions de garde et des berceaux. Donc, c'était évidemment un défi où les communes n'ont pas attendu la loi en quelque sorte pour agir. Et donc, quelque part, on voyait dans ce SPPE la reconnaissance de l'action de nos communes. Je rajoute, puisque nous sommes l'AMF, on se doit quand même de le rappeler, nous avions quelques remarques sur les compensations financières d'une part et en matière de pénurie de professionnels dans le domaine. Donc, ce sont des remarques que nous réitérons évidemment. Mais je précise que ce webinaire n'a pas pour but de relancer ce débat-là, mais vraiment d'être sur des questions, j'ai presque envie de dire pratiques, opérationnelles sur la mise en place du SPPE, comment ça peut fonctionner, si vous rencontrez éventuellement des difficultés ou des défis particuliers. N'hésitez pas à les poser, le but c'est de répondre à toutes vos questions. Et si d'aventure nos deux intervenants n'avaient pas la réponse immédiatement, on fera en sorte de pouvoir vous répondre ultérieurement. Je précise aussi pour ceux qui nous rejoignent que les micros sont coupés, évidemment sauf pour nos intervenants. Si vous avez des questions, vous les posez sur le chat et Clotilde, moi-même, ainsi que les équipes de l'AMF prendront vos questions au fur et à mesure pour pouvoir ensuite les poser à nos intervenants. Ne soyez donc pas surpris. Euh, et voilà, je le disais que si jamais nous n'avions pas de réponse, on essaiera d'y répondre ultérieurement. On les notera évidemment toutes. Dernière précision que je me dois de faire, la fin de ce webinaire que nous vous proposons est 17h30, pas 18h, mais bien 17h30. Je pense qu'en 1 heure et demie, nous aurons quand même l'occasion d'aborder l'essentiel des sujets qui nous préoccupent collectivement. Et en tout cas, profitez-en, puisque c'est quand même une belle occasion d'avoir ces deux intervenants parfaitement connaisseurs du sujet pour répondre à nos questions. Et je m'arrête là et je vous donne la parole directement au siège de l'AMF. Et je me présente juste brièvement, Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville, avec Clotilde Robin, voilà, tous les deux, je le disais, coprésidents du groupe de travail Petite Enfance. La parole est à l'AMF. Bonjour à tous, merci beaucoup de ces mots d'introduction et merci de votre invitation aujourd'hui. Donc Jean-Baptiste Frossard, directeur de projet en charge du service public de la petite enfance au ministère des Solidarités. Et donc Guillaume Roussier, effectivement, chef du bureau famille et parentalité à la Direction générale de la cohésion sociale. c'est nous qui avons la main, c'est bon, merci. Donc on va vous présenter, rapidement revenir un petit peu sur le contexte du service public de la petite enfance, c'est-à-dire sur le projet politique qu'il porte et ses ambitions, et ensuite en décliner les grands éléments, les grands attendus, c'est-à-dire une stratégie d'offre au niveau territorial, une stratégie de qualité et une stratégie d'accompagnement et d'information des parents. Et à l'occasion de chacun de ces items, on vous proposera un petit peu un point sur les évolutions du droit et sur la façon dont il peut être mis en œuvre aujourd'hui au sein de vos collectivités. Et nous terminerons sur l'accompagnement des autorités organisatrices par l'État, c'est-à-dire aussi bien les questions d'accompagnement financier que d'outillage, de guide, de documentation que nous pouvons mettre à votre disposition pour vous aider à construire ce service public. Alors, je commence un petit peu par le contexte général pour vous redire et remettre en perspective. Ce sont des sujets que vous connaissez bien, mais que
l'origine du service public de la petite enfance, c'est vraiment un double défi, un défi quantitatif et un défi qualitatif. Le défi quantitatif, on le connaît, c'est nous n'avons pas assez de solutions d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans. On estime qu'il en manque 200 000 à peu près, c'est une estimation au niveau national, mais ce n'est pas seulement que nous n'en avons pas assez au niveau national, c'est que nous avons des disparités d'accès qui sont immenses, c'est-à-dire des inégalités territoriales, et notamment entre différents types de territoires, avec des difficultés particulières pour les Outre-mer, des difficultés particulières pour les territoires ruraux, pour les QPV, et puis de très fortes inégalités sociales. On vous a remis quelques chiffres sur ce support. 23% des familles en dessous du seuil de bas revenu qui accèdent à l'accueil pour leurs jeunes enfants, contre 74% au-dessus du seuil. Et on voit par exemple que pour les familles monoparentales, on a également des grosses divergences, y compris quand les familles monoparentales sont en emploi, notamment mères isolées en emploi, beaucoup moins d'accès à l'accueil que des couples biactifs. Donc, or, on sait que plus les enfants ont des risques, cumulent des risques de vulnérabilité sociale, famille isolée, précarité, absence d'emploi, etc., plus l'accueil peut leur être favorable. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une situation où c'est aux enfants qui en ont le plus besoin qu'on arrive le moins à apporter ce service d'accueil pour aider leur trajectoire de développement. Donc on a quand même voilà, une vraie difficulté sur le quantitatif. Ça, c'est un sujet de longue date, je dirais, ça fait bien longtemps que voilà, on essaye de développer l'offre d'accueil, avec toutes les difficultés, bien sûr, et qui ont augmenté avec la pénurie. On a un second défi qui est venu s'ajouter, qui est monté en puissance au cours des deux dernières années, c'est le défi qualitatif. C'est-à-dire qu'on a quand même eu une conclusion collective qui est de dire qu'on n'arrive pas encore à garantir une haute qualité d'accueil dans tous les modes d'accueil, partout sur le territoire, pour que ce qu'on propose soit véritablement un appui au développement des enfants, à la construction de leur sécurité affective, à la construction de leur trajectoire de développement global, et y compris d'ailleurs de leur trajectoire scolaire, mais pas que. Donc, on a eu un certain nombre de productions, on a eu le rapport de l'IGAS en 2023 sur la qualité de l'accueil, de nombreux rapports parlementaires, de la Cour des comptes, des inspections qui ont suivi. Donc voilà, des constats plutôt sur des qualités d'accueil qui sont encore trop hétérogènes, alors même qu'on est dans un moment où la conscience de ce qui se joue dans les 1000 premiers jours, évidemment, cette politique est aussi le fruit de la démarche des 1000 premiers jours. Ce qui se joue dans les 1000 premiers jours est absolument essentiel pour toute la trajectoire individuelle et collective qui suit. Et ça, c'est une conscience qui croît collectivement, bien sûr, à la faveur de tout ce qui a été travaillé sur le jeune enfant, sur les premiers âges de la vie dans les dernières années et décennies. Donc, en ce moment même où on a conscience de l'importance des événements de ces premiers âges, à ce moment-là, on est quand même en difficulté, justement, pour assurer pleinement cette qualité d'accueil homogène. Donc ça, je dirais, ce sont les origines du projet politique qui ont conduit à ces ambitions qu'on rappelle ici, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apporte une solution de qualité qui soit accessible à chaque famille pour favoriser le développement de l'enfant, et comment est-ce qu'on assure l'accompagnement des parents. Voilà, ça a vraiment les deux branches, hein, c'est une réponse structurée, globale, aux besoins des enfants de moins de 3 ans et à leurs parents. Et donc, on a la question de l'accueil, il faut qu'il soit de qualité accessible, la question de l'accompagnement des parents. Donc, on vous a remis un petit peu le détail de ces ambitions, de ces objectifs du service public de la petite enfance. Une haute qualité d'accueil pour tous les enfants, des lieux d'accueil qu'on ne peut plus penser uniquement comme des lieux qui permettent aux parents de retourner travailler. C'est insuffisant, ce sont des lieux qui sont pensés pour favoriser et accompagner le développement des enfants. Donc, haute qualité d'accueil, qui soient des espaces à partir desquels on puisse vraiment diffuser une compréhension des droits et des besoins de l'enfant, dans la continuité des travaux des 1000 jours, dans ce qu'on va travailler, qui va être publié dans les référentiels, on y reviendra, dans le fait que de ces lieux d'accueil, on puisse accompagner, soutenir les parents pour qu'on diffuse cette compréhension. Ensuite, comment est-ce qu'on garantit à tous les parents une information fiable et exhaustive sur les solutions d'accueil qui existent ? Et quand on n'arrive pas à leur apporter une solution
une crèche, une asthmate, etc. Comment est-ce qu'on les accompagne pour éventuellement voilà, avoir quelque chose à leur proposer? Comment est-ce qu'on accompagne chaque parent dans les premiers moments de sa parentalité? Et comment, enfin, sur le plan purement quantitatif, on assure un développement suffisant de places d'accueil pour qu'on ait une solution à apporter à chaque enfant et à chaque famille, et notamment aux familles les plus vulnérables, celles qui ont des besoins spécifiques, parce qu'il y a un handicap, parce qu'il y a de la précarité, parce qu'il y a des conditions de travail spécifiques, type horaire atypique, etc. Donc voilà quelles sont les ambitions qui naissent de ce double défi que j'ai évoqué. Et donc on arrive à ce service public de la petite enfance qui a été voté dans la loi plein emploi, qui est entrée en vigueur au 1er janvier, et qui porte notamment, et c'est évidemment l'un de nos sujets essentiels pour vous aujourd'hui, sur une réforme de la gouvernance, puisqu'on a désigné un nouveau pilote territorial de la politique publique, hein, qu'on a appelé l'autorité organisatrice, c'est-à-dire le bloc communal, avec vraiment, donc on rassemble, il y a 4 compétences, hein, vous les connaissez bien, il s'agit de recenser les besoins d'accueil, d'informer et d'accompagner les parents, de planifier le maintien et le développement de l'offre et de soutenir la qualité, recensement des besoins, accompagnement et information des parents, planification du maintien et du développement de l'offre, soutien de la qualité. Ces 4 compétences, on peut les réunir un peu dans 2 volets qui sont confiés à ce pilote territorial. C'est on dit une stratégie d'offre. Comment est-ce qu'au niveau territorial, on recense les besoins, on se projette en pluriannualité sur ces besoins et on arrive à mettre en face des réponses, des solutions, en associant voilà, tous les partenaires, y compris au niveau départemental, le CDSF, l'éducation nationale, enfin on va y revenir. Stratégie d'offre et une stratégie éducative, qui est vraiment la stratégie de qualité. Alors ça va. Comment est-ce qu'on anime l'ensemble de la communauté éducative sur le territoire pour favoriser la montée en compétences et un haut niveau de qualité dans tout le territoire. Donc, voilà un petit peu les 2 volets dans cette clarification de la gouvernance qui nous occupe. Donc, on va commencer par cette question de la stratégie d'offre, c'est-à-dire, dans cette stratégie d'offre, on met un petit peu 2 compétences de la loi plein emploi, la compétence recensement des besoins et la compétence planification du maintien et du développement de l'offre. Évidemment, les 2 vont ensemble. Pourquoi je parle de stratégie d'offre? Parce que c'est quand même une dynamique et un fonctionnement qui a été pensé pour l'essentiel sur le modèle de ce qui existe dans le champ médico-social pour les conseils départementaux. C'est vraiment quels sont les besoins en pluriannuel, quelle stratégie d'implantation de l'offre on met pour répondre à ces besoins, et à partir de là, comment on maîtrise un petit peu le développement au niveau territorial. Donc, quelques éléments qu'on rappelle ici. Je ne m'occupe pas, non, il y a une remarque dans le chat, je ne sais pas d'où vient cette coquille, mais en effet, je ne m'occupe pas des sévices petite enfance, même si, comme vous pouvez peut-être le savoir, j'ai un petit tropisme maltraitance. Mais, alors, par contre, on ne voit plus le support. Oui, mais je ne sais pas comment le... J'étais sur la bonne page. Enjeu de la compétence, parce qu'on voit plus. D'accord. On a un petit problème technique. Il apparaît bien. Il apparaît bien en direct. D'accord. Donc, enjeu de ces compétences, on en reprend sur quelques points. Donc, première chose, c'est vraiment que tout le monde au niveau des collectivités, évidemment avec tous les partenaires, puisse se projeter sur les besoins de façon pluriannuelle. C'est-à-dire, dans 5 ans, dans les 5 ans à venir, qu'est-ce qu'on va avoir, de quoi on va avoir besoin comme offre, quels vont être les besoins, comment vont-ils évoluer. Donc ça veut dire qu'on se met évidemment en face des projections démographiques. Donc là, bon, on est quand même dans un creux, évidemment, de natalité qui est très fort, d'une part parce qu'il y a une baisse de la fécondité de façon générale, mais qu'en plus, on est sur une fécondité des générations qui était elle-même plutôt dans le creux de la vague avant la remontée des années 2000. Bon, il faut qu'on puisse voir un peu quelles sont les projections démographiques sur le territoire à horizon, disons, 2030.
Et à partir de là, qu'on se dise, bah, finalement, par rapport aussi aux évolutions de la démographie des asthmates, je le mets notamment, on va avoir besoin de quoi? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est le cas dans un certain nombre de territoires, la natalité a baissé, il n'y a plus de tension sur mes crèches, donc finalement c'est qu'il n'y a plus de besoin. Oui, mais en même temps, si on a des générations qui vont conduire à ce que le volume, le nombre d'enfants remonte un petit peu quand même à horizon 2030 et qu'en même temps j'ai des asthmates dont la population est en train de diminuer et de partir à la retraite, voilà, si on se projette sur 5 ans, peut-être que la question des besoins n'est pas exactement la même que celle qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment faire cet exercice collectif pour se projeter à 5 ans, en ayant une approche qui soit vraiment bien partenariale, bien concertée, plus encore que ça n'est le cas aujourd'hui souvent dans les CTG. Donc c'est vraiment, et ça va à tous les échelons, c'est-à-dire au niveau des CDSF, comment est-ce que tous les partenaires réfléchissent collectivement sur la façon de bien consolider les données, hein, c'est-à-dire qui va apporter quelles données pour les autorités organisatrices pour réfléchir leur planification. Où est-ce qu'on va chercher les données en termes d'emploi, les données en termes de démographie, les données vraiment en termes de maillage sur les situations de famille. Donc ça, on a tout ça au niveau des CDSF dans le travail. Et ensuite, comment est-ce qu'au niveau territorial, on va réussir avec tous les partenaires à évaluer les besoins réels, c'est-à-dire, je pense par exemple à tous les besoins non exprimés. On a les besoins qui vont être, par exemple, ceux qui nous remontent au niveau du RPE, mais ça, évidemment, ce sont les familles qui déjà sont venues pour inscrire une demande d'accueil. Mais typiquement, je parlais tout à l'heure des familles isolées ou éloignées de l'accueil. Si on regarde ce qu'on a aujourd'hui en termes de familles monopes sans emploi sur le territoire, on va voir que déjà, là, il y a une demande qui potentiellement n'est pas couverte et qu'il faut aller chercher aussi avec les professionnels de l'action sociale et de l'Aller Vert. Et comment est-ce qu'on associe tous les partenaires aussi dans la réponse aux besoins? C'est-à-dire qu'on peut se dire dans des choses qui soient bien concertées, bah, finalement, est-ce qu'on a mis tout le monde autour de la table? C'est-à-dire, est-ce qu'on a mis, évidemment, je ne parle pas de la CAF, etc., bon, ça c'est évident, mais est-ce qu'on a mis l'éducation nationale autour de la table pour travailler sur la continuité éducative, petite enfance, école maternelle, et sur tous les dispositifs passerelles, etc. Est-ce qu'on a mis les acteurs de l'insertion pour voir ce qu'on allait travailler pour les personnes qui étaient dans des parcours d'insertion, y compris avec les nouveaux labels AVIP, la construction de réseaux de places AVIP chez les asthmates ou dans les crèches? Est-ce qu'on a mis les acteurs médico-soc, du handicap, de la protection de l'enfance pour voir comment on construisait les continuums et peut-être ce qu'on faisait spécifiquement pour les enfants sous mesure d'AEMO ou en placement en termes d'accueil? Est-ce qu'on est allé chercher les partenaires de la culture pour voir dans le soutien à la qualité ce qu'on construisait comme offre et possibilités pour les petits parcours moins de 3 ans, bébés, dans les ludothèques, dans les musées? Enfin, voilà, est-ce qu'on a vraiment pris l'ensemble des partenaires? Et à partir de là, comment est-ce qu'on arrive à projeter nos besoins et nos réponses? Donc les besoins, bah, évidemment, c'est vraiment un croisement entre toutes les données que nous apportent les partenaires, et notamment la CAF, et puis ce qui nous remonte du terrain, y compris via les RPE, je le disais, via tous les travailleurs sociaux, les CCAS, les CIAS, etc. Et puis, comment est-ce qu'on construit des objectifs précis? L'idée, c'est vraiment, dans la projection, de se dire, on a des besoins exprimés, comment est-ce qu'on a une réponse précise à mettre en face? Par exemple, je prenais dans la slide l'exemple des familles monoparentales à horaire atypique. Bon, si j'ai des familles monopes où vous avez des femmes seules qui exercent en horaire atypique dans des métiers type ménage, etc., voilà, avec de faibles ressources, on peut se dire, en fait, pour ces personnes, la seule solution qui soit absolument adaptée, c'est souvent la garde à domicile, parce que les crèches à horaire atypique, c'est compliqué. Si elles ont un enfant à la crèche, un enfant à l'école, ça ne marche pas très bien, etc. Le problème, c'est que la garde à domicile, c'est cher. Évidemment, c'est pas très adapté en termes de reste à charge à des familles qui ont de faibles ressources. Donc, par exemple, si j'ai des populations comme ça, est-ce que je ne peux pas construire en face, une réponse de garde à domicile sociale avec du partenariat sur le financement entre CD, CAF, communes ou EPCI, etc. etc.
C'est vraiment l'idée d'arriver en partenariat dans cette projection pluriannuelle à vraiment voilà, mettre les réponses précises aux besoins identifiés avec la façon dont chacun va pouvoir s'y engager et en ciblant bien les choses. Donc, à partir de là, on a l'outil du schéma qui est obligatoire pour les autorités organisatrices de plus de 10 000 habitants pour exercer cette stratégie d'offre. Et comme vous le savez, la loi a posé le fait que eh bien, les territoires qui sont couverts par une CTG sont dispensés de l'obligation d'un schéma. C'est-à-dire, voilà, si vous avez déjà une CTG, vous n'avez pas forcément à réaliser un schéma en plus, si la CTG répond évidemment aux attendus méthodologiques du schéma. Donc ça, c'est le gros enjeu pour nous aujourd'hui, c'est que les CTG, progressivement, se mettent au niveau des schémas. Et il y a deux éléments principaux pour ça. C'est un, pour un certain nombre de CTG, qu'elles gagnent un peu en précision, notamment dans les réponses qui sont apportées aux besoins identifiés. Il ne faut pas qu'on soit dans des orientations trop générales, il faut quand même qu'on puisse poser des projets qui soient un peu plus spécifiques. Et puis qu'on s'assure que ces CTG soient vraiment concertés, partenariales, et y compris concertés, puisque c'est une demande pour le schéma, avec les usagers, avec la population. Il faut qu'on ait à un moment ou un autre voilà, penser le dialogue et le recensement des besoins auprès de la population de façon directe. Sachant, pour vous donner un petit élément, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions sur les transferts de délégation de compétences et à quel niveau ça se joue, pour la question CTG, c'est-à-dire si vous avez une CTG qui est au niveau intercommunal et que votre compétence SPPE elle est restée au niveau communal, l'essentiel pour que la CTG puisse valoir schéma, c'est que la commune signe la CTG. Vous pouvez avoir une CTG qui est faite au niveau de l'EPCI. À partir du moment où les communes signent également la CTG, bon, bah, là, on considère que vous l'avez avalisée d'une certaine façon pour qu'elle puisse valoir schéma également. Donc, ce n'est pas forcément un problème qui est une différence d'échelle entre l'échelle de signature de la CTG et l'échelle de la compétence SPPE. Et on vous répondra peut-être un peu plus tard. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les compétences. Là, est-ce qu'on peut les séparer? Oui, mais on y reviendra un peu plus tard. Et je te laisse peut-être, Guillaume, préciser les dispositions sur le décret schéma. Voilà, merci Jean-Baptiste. Donc, comme nous vous l'avons évoqué en début de présentation, nous avons choisi de séquencer cette présentation avec des focus juridiques qui vous permet, sur chacune des compétences que les communes exercent désormais, de prendre connaissance des différents textes d'application de la loi pour le plein emploi, qui a institué la notion d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, et des textes d'application qui viennent intervenir sur des champs complémentaires qui sont ceux justement de la planification, du maintien de la qualité au sein des modes d'accueil notamment. Donc, je vous fais prendre ici connaissance du décret du 20 mars 2025 qui est relatif au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, donc qui est le schéma qu'évoquait à l'instant Jean-Baptiste et que doit réaliser la commune qui se dote ou qui est dotée de la compétence dite de planification. La loi prévoit, pour mémoire, que ce schéma est réalisé de façon obligatoire par l'ensemble des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant de plus de 10 000 habitants au titre de la compétence de planification. Et la loi prévoit par ailleurs que la durée d'application de ce schéma est cohérente avec celle du schéma départemental des services aux familles. Donc c'est un point d'attention pour vous puisque ceux-ci sont sur le point d'être quasiment tous renouvelés en 2026. Et par ailleurs, le contenu de ce schéma doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles, ce qui signifie autrement dit qu'il ne peut pas avoir des éléments qui y font opposition. Que vient dire le décret sur le contenu de ce schéma? En fait, assez classiquement, c'est un schéma qui démarre par faire l'inventaire de l'existant, donc l'ensemble des équipements, services, modes d'accueil, voilà, services aux familles disponibles pour les familles avec enfants de moins de 3 ans, y compris s'agissant des places à l'école maternelle. Donc ça invite assez fortement à nouer ce lien qu'évoquait Jean-Baptiste dans son propos liminaire tout à l'heure. Il est précisé par ailleurs que le schéma doit y compris intégrer le recensement des services de soutien à la parentalité.
Le schéma recense par ailleurs les besoins des enfants de moins de 3 ans, qui est donc pour mémoire l'une des compétences à part entière de toute façon des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Le schéma identifie, sur le plan territorial, les zones caractérisées par une offre d'accueil qui est insuffisante ou par des difficultés dans l'accès à l'offre. Et donc, vous le savez, il peut y avoir, sur un certain nombre de territoires, des problématiques à la fois de manque de places d'accueil et en même temps d'assistantes maternelles qui subissent une forme de sous-activité ou de crèches qui peinent à trouver un public pour être rempli. Donc, le schéma vous invite à identifier ces formes d'effets ciseaux qui doivent vous conduire à voilà, identifier des actions permettant de tirer parti de l'ensemble des modes d'accueil disponibles sur le territoire. Ça, c'est pour la partie diagnostique. Pour la partie programmative, le schéma doit fixer les orientations pluriannuelles de maintien et de développement de l'offre d'accueil en précisant de façon assez précise les dispositions à mettre en œuvre, et notamment s'agissant des besoins en personnel associé, du calendrier, des coûts prévisionnels des opérations éventuelles. Le schéma définit par ailleurs les partenariats à développer pour atteindre ces orientations. On peut penser bien évidemment aux partenariats avec les organismes de sécurité sociale. On peut penser également aux autres niveaux de collectivité territoriale ou à des employeurs ou groupements d'employeurs par exemple. Enfin, les orientations peuvent être déclinées également dans le champ du soutien à la parentalité. Le décret prévoit enfin que des modalités de concertation doivent être envisagées pour la réalisation de ce schéma. L'autorité organisatrice doit concerter le contenu du schéma avec les organismes de sécurité sociale, avec le conseil départemental et avec les autres collectivités territoriales qui sont concernées par les orientations du schéma. Doivent être également concernées les associations et entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant et au soutien à la parentalité. Et enfin, le décret prévoit que le public concerné, donc les familles, sont concertés dans le cadre de la réalisation de ce schéma selon des modalités qui appartiennent à l'autorité organisatrice. Il conviendrait peut-être de préciser la strate pour laquelle le schéma est obligatoire. Oui, alors donc, les 4 compétences sont obligatoires pour l'ensemble des communes de plus de 3500 habitants ou pour les EPCI de plus de 3500 habitants, lorsque les communes leur ont délégué ces compétences. Les communes de plus de 10 000 habitants ont disons, ce pas des compétences, mais des obligations complémentaires. Celle de mettre en place un relais petite enfance, notamment au titre de l'information des familles et du soutien à la qualité d'accueil, et celle de réaliser ce schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil au titre de la compétence de planification. Voilà, j'espère avoir répondu à la question telle qu'elle était posée ici. Effectivement, je précise simplement, il y avait tout à fait cette question à laquelle vous avez répondu. Il y avait la question pour les petites communes, donc moins de 3500 néanmoins, sur les obligations qu'il leur reste, comment le faire en l'absence d'accompagnement financier, enfin, si j'ai bien noté la question. Et la deuxième, une autre qui était posée, était l'objectif 2030 qui était rappelé au départ. Et donc là, il y avait des demandes de précision sur ces objectifs 2030. Puisque j'ai cru comprendre dans la question une inquiétude sur la capacité à faire de la pluriannualité en l'absence de chiffrage ou d'orientation à l'horizon 2030. Alors, les communes de moins de 3500 habitants sont compétentes, Jean-Baptiste Frossard le rappelait tout à l'heure, pour le recensement du besoin des familles et pour le recensement de l'offre disponible sur les territoires. Voilà, entre 0 et 3500 habitants, il y a déjà une marge assez importante, donc il va y avoir des natures de communes très différentes. Pour autant, l'ensemble de ces communes, donc la majorité des communes, à vrai dire, du territoire national, sont concernées par ces 2 compétences pour lesquelles la loi n'a pas prévu, effectivement, vous le soulignez, d'accompagnement financier lié à la réalisation de ces missions complémentaires. Notez par ailleurs que ces communes sont susceptibles, si elles le souhaitent ou si elles l'ont déjà fait, de transférer ces compétences à un groupement de communes qui, lui, devient compétent pour les compétences auxquelles le qualifie sa taille. Et donc, si un EPCI fait plus de 10 000 habitants, alors il est compétent pour l'ensemble des 4 compétences que j'ai évoquées tout à l'heure. S'agissant de la projection 2030, alors la date, elle résulte du croisement de ce qu'a évoqué Jean-Baptiste Frossard tout à l'heure et de ce que je viens d'évoquer.
le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil doit être conçu sur une durée qui est cohérente avec celle du schéma départemental des services aux familles, dont lui-même la durée est calée sur les mandats des exécutifs locaux et notamment municipaux. Donc c'est la raison pour laquelle on se situe dans cette temporalité. Vous posiez la question, je crois en tout cas l'avoir vu passer tout à l'heure rapidement, des projections de natalité à horizon 2030. Je vais vous faire deux types de réponses qui ne vont pas directement répondre à votre question, notamment parce qu'évidemment je ne connais pas le territoire de la personne qui pose cette question. La première chose, c'est que vous avez des projections INSEE qui sont plusieurs scénarios, certains très polaires. Je ne vais pas vous renvoyer sur le site de l'INSEE, mais qui en l'occurrence est une foison de données, mais vous avez de façon plus simple et plus directement liée à notre sujet l'Observatoire national de la... Non, je crois que le nom m'échappe, c'est le rapport de l'Observatoire national de la petite enfance, c'est ça, l'ONAP, Observatoire national de l'accueil de la petite enfance. Voilà, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Qui en fait publie un rapport annuel qui fait quelques dizaines de pages, qui est très accessible et pour vous, exécutifs locaux en charge des sujets petite enfance, qui est à mon avis d'inspiration tout à fait essentielle. Et l'ONAP, notamment son rapport décembre 2024, donne ces différentes projections dans un graphe qui vous permet de voir que d'un point de vue de la statistique publique, en tout cas, les projections ne sont pas tout à fait stabilisées puisqu'il y a beaucoup d'hypothèses examinées. Ce qui est beaucoup plus déterminant, c'est surtout la connaissance que vous avez de votre territoire. Nous parlons là à plusieurs centaines de maires adjoints, élus locaux. Certains d'entre vous êtes sur des territoires avec une fonction d'installation familiale très vigoureuse, avec du coup de l'installation de futurs parents ou jeunes parents ou enfants de moins de 3 ans. Vous avez au contraire des territoires sur lesquels la bataille est plutôt celle de retenir les familles et d'éviter des fermetures de classes. Et donc évidemment, la projection 2030 va être plutôt, évidemment, influencée par la natalité au niveau national, mais surtout très directement liée à la dynamique du territoire. Et c'est précisément sur ce point qu'il a été souhaité, ou que le législateur en tout cas a souhaité, donner aux communes, parce qu'elles ont cette fonction centrale à l'échelle de leur territoire, la responsabilité de réaliser le diagnostic local qui consiste notamment à faire des projections avec l'ensemble des données dont vous disposez, des partenariats dont vous disposez, notamment avec les CAF pour faire du diagnostic de qualité. Vas-y, je te laisse poursuivre. Peut-être juste en complément par rapport à quelques questions qui reviennent. Donc, vous pouvez tout à fait transférer certaines compétences, certaines des 4 compétences, et pas toutes les compétences à l'intercommunalité. Donc, si un EPCI de 15 000 habitants, il a 2 des 4 compétences, sur ces compétences-là, si il a la compétence de planification, sur cette compétence-là, il fait plus de 10 000 habitants, il a l'obligation de schéma qui va avec. Voilà, ça peut se transférer pour partie, puisqu'il y avait cette question qui revenait. Et à partir de là, ça ne change rien en termes d'obligation sur le schéma, que ce soit une commune ou un EPCI. Sachant que la question revenait de savoir s'il fallait que ce soit fait dans les CTG ou si chaque commune doit ou peut faire le schéma. Une commune de plus de 10 000 habitants ou un EPCI de plus de 10 000 habitants qui a cette compétence de planification peut toujours faire le schéma. C'est juste que s'ils ont une CTG qui répond aux attendus, il n'y a pas d'obligation de le faire. Après, vous avez certaines communes aujourd'hui, par exemple, qui se saisissent de l'outil schéma et qui disent nous, on va faire notre schéma. C'est une démarche qui est intéressante en préparation, y compris du dialogue CTG. Donc, ils ont pris l'outil schéma, ils ont rassemblé toutes les entreprises du territoire, de crèches, les ASMAT, ils ont réfléchi avec les RPE, ils ont fait une journée avec les familles pour interroger des questionnaires. Ça leur a fait une vraie réflexion territoriale et où ils ont embarqué tout le monde pour réfléchir. Et ils ont fait un schéma qui est un document qui va ensuite les aider, y compris dans leur dialogue CTG. Donc, vous pouvez toujours vous saisir de l'outil schéma. Mais si votre CTG répond bien aux attendus du schéma, vous n'avez pas l'obligation de faire un schéma en plus. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et ensuite, avec quelles ressources le faire, on y reviendra un petit peu. Vous avez effectivement les charrettes de coopération, mais vous avez aussi des moyens complémentaires d'accompagnement qui vont être versés. On y reviendra tout à l'heure. Donc, parallèlement, on parlait de la stratégie d'offre. Donc, évidemment, vous faites votre planification, votre schéma, etc. Et le pendant de cela, c'est qu'il y a un avis conforme,
puisque par définition, le fait de faire une stratégie de planifier le développement de l'offre n'a de sens que si vous pouvez dire oui ou non aux gens qui veulent s'installer. Sinon, évidemment, c'est un vœu pieux. Donc, ça veut dire que sur les structures privées, donc ça c'est vraiment une victoire, je dirais, des collectivités territoriales qui le demandaient depuis très longtemps, et qui se plaignaient à juste titre de n'avoir aucune main et aucune possibilité d'avis sur le fait que tel ou tel établissement, microcrèche, tout à coup s'installait sur leur territoire et qu'elles n'avaient pas leur mot à dire. Donc maintenant tout cela est fini. Vous rendez un avis en tout début de procédure. Donc une crèche privée, microcrèche ou crèche privée normale, demande à s'implanter. La procédure commence par votre avis. Vous rendez votre avis en disant oui ou non, est-ce que ça correspond aux besoins? C'est sur le fondement des besoins. Donc quantitatif ou qualitatif. Quantitatif, vous considérez que sur cette zone, par exemple, de votre territoire, il y a suffisamment d'offres. Peut-être que c'est sur un autre quartier qui est désigné comme zone prioritaire qui a besoin de développer une offre. Et si telle ou telle microcrèche, par exemple, veut aller s'installer sur un territoire qui est plus riche, mais où il y a déjà une offre suffisante, vous pouvez dire non sur ce fondement. Ou qualitatif, c'est-à-dire essentiellement à raison des besoins spécifiques des familles. Typiquement, vous avez identifié que sur cette zone de votre territoire, vous aviez suffisamment d'offres à peu près pour répondre aux besoins des familles CSP+, couple biactif, mais que sur des familles en situation plus difficile sur le plan social, il vous manquait un petit peu de possibilités, ou sur des enfants avec des situations de handicap ou des conditions de santé particulières. Là, voilà, pareil, vous avez un établissement microcrèche à tarif horaire 9 € qui vient s'installer. Évidemment, si votre besoin prioritaire, c'est pour des familles à besoins sociaux, ça ne répond pas. Donc là, vous pouvez dire non. Donc c'est bien sur le fondement des besoins. Attention, ce n'est pas sur le fondement de questions de qualité, etc. Ça reste ce qui va venir après, c'est-à-dire l'autorisation du conseil départemental. C'est lui qui évalue si le projet pédagogique, éducatif répond aux attendus, etc. Vous, c'est est-ce que ça répond aux besoins identifiés sur mon territoire? Si vous n'avez pas à ce jour encore, évidemment, le schéma qui a été fait, vous fondez sur les analyses que vous avez à disposition. Aujourd'hui, vous avez toutes les analyses que vous a fournies la CAF, et notamment dans le cadre des CTG. Vous avez votre ABS, votre analyse des besoins sociaux. Vous avez toute l'analyse existante sur les besoins. Et donc, sur ce fondement-là, aujourd'hui, vous êtes en capacité de rendre votre avis. Et donc, l'avis, c'est le pendant de la compétence de planification. Je réponds à une question qui est posée, c'est-à-dire dans le partage des compétences avec le PCI, soit c'est le PCI qui a les compétences de planification, maintien et du développement de l'offre. Dans ce cas, c'est lui qui doit rendre l'avis. Si c'est la commune, c'est à elle de le rendre. Donc, avis rendu sous 4 mois, soit par le conseil municipal si c'est la commune qui a la compétence. Et vous ne pouvez pas à ce jour déléguer au maire. Nous nous sommes engagés à porter cette modification du code pour que ce soit possible, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. En revanche, si c'est la compétence à l'EPCI, ça peut être délégué, la compétence peut être déléguée au président de PCI. Donc, évidemment, c'est vous. Donc, il y a une responsabilité évidemment qui porte sur vous puisque vous commencez la procédure et que c'est conforme. Si vous dites non, la procédure s'arrête. Il n'y a plus de questions. C'est plus comme avant un avis purement consultatif. En revanche, évidemment, il est bien dès cette première phase d'instruction, et ça se fait déjà dans beaucoup d'endroits, d'avoir un regard conjoint AO, PMI, CAF, voilà, pour vraiment examiner le projet. C'est vraiment pour les crèches, pas pour les MAM ou les ASMAT. Oui, c'était justement ce point-là. Plusieurs voilà. participants ont posé la question de l'application de l'avis pour les MAM. Voilà. On est vraiment à ce jour sur les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc voilà, même si les MAM, on est d'accord, sont des objets un peu ambigus, voilà, à ce jour, ce ne sont pas des établissements d'accueil du jeune enfant, donc ça ne les concerne pas. Ça concerne vraiment les établissements d'accueil du jeune enfant. En revanche, ce qui concerne les MAM, on n'en a pas parlé dans le support, mais profitons-en pour faire une page de publicité, c'est évidemment que, comme vous le savez peut-être, dans le nouveau plan d'investissement côté CAF, aujourd'hui, vous avez le dispositif qui a été poussé de dire la MAM peut avoir des des aides à l'investissement pour se monter en contrepartie d'un conventionnement avec la commune
pour dire le RPE va assurer un regard sur la MAM, une forme de supervision, de continuité de l'activité. Ça, c'est vraiment un dispositif très, très important dont on vous invite tous à vous saisir parce que les MAM, ça peut être de très beaux projets, mais ça peut être aussi des choses très fragiles où voilà, il y a du turnover, les asthmates, bon, il y a des conflits, il y a des difficultés. Donc vraiment, ce dispositif qui permet de dire « Ok, on va verser des aides publiques, la CAF va verser des aides publiques pour les aider », en retour et en contrepartie, il y a un lien avec la commune qui fait que la commune a quand même un plus grand droit de regard et de suivi sur ces MAM. Voilà, c'est vraiment un dispositif, rapprochez-vous de votre CAF sur ça, c'est vraiment un dispositif important. Je laisse Guillaume détailler sur cet avis. Peut-être juste, pour répondre à la dernière question du chat sur les destinataires de l'avis, mais peut-être que Guillaume va aborder ce point-là. Oui, je vais aborder ce point-là dans la slide suivante, qui est encore une slide de focus sur un texte d'application de la loi pour le plein emploi. Et l'un des plus, en l'occurrence, prolixes, qui est le décret du 1er avril 2025 relatif notamment aux autorisations de création des EAJE. On va reparler de ce décret à plusieurs endroits de ce webinaire parce que c'est un décret très important qui embrasse de nombreuses dimensions. Là, je vais me concentrer sur ce que ce décret emporte comme conséquence sur le plan de la procédure d'autorisation et notamment qui concerne le conseil départemental et les communes en tant qu'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Sachez que tout d'abord, ce que ce décret prévoit en application de la loi pour le plein emploi, c'est que désormais, le dossier de demande d'avis soumis à l'AO et le dossier de demande d'autorisation soumis au président du conseil départemental est un dossier national standardisé composé d'un formulaire unique et de pièces justificatives normées. Il y avait de la part des gestionnaires de structures, des porteurs de projets et y compris de la part des autorités de contrôle et en charge des autorisations, le retour d'un certain nombre de conflits autour de ce que doit comporter justement ce dossier avec des difficultés liées au fait qu'il y avait des pratiques un peu disparates selon les territoires. Donc le décret prévoit un dossier national standardisé qui va en l'occurrence être détaillé par un arrêté qui est de publication imminente. Le décret, par ailleurs, décrit de façon précise la procédure de demande d'avis préalable et de rendu. Jean-Baptiste Rossard l'a indiqué tout à l'heure, l'avis doit être rendu dans les 4 mois. S'il n'a pas été rendu dans les 4 mois, l'avis est réputé favorable de la part de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Donc, de notre part, c'est évidemment un point d'attention très important dans votre direction. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'on m'entend mal, alors je vais me rapprocher encore. Et j'espère que c'est mieux. Et j'essayais de vous sensibiliser au délai de 4 mois pour vous conduire à rendre un avis. Sachez que par ailleurs, lorsque vous rendez un avis favorable, celui-ci est valable pour 24 mois. Donc le porteur de projet a 2 ans derrière pour déposer son dossier auprès du président du conseil départemental. Vous avez posé dans le chat la question de qui était le destinataire de cet avis et quelle forme devait-il prendre. Donc cet avis, c'est simplement un courrier de réponse adressé au porteur de projet qui transmet la décision du conseil municipal. Donc c'est bien une délibération lorsqu'on est dans le cadre municipal. Il appartient au porteur de projet de soumettre au moment du dépôt de sa demande l'avis préalable qui lui a été transmis par le maire. Enfin, s'agissant du président du conseil départemental, lorsque celui-ci donne une autorisation, sachez que la loi et le décret prévoient désormais l'information systématique de toutes les parties prenantes à la procédure. Donc le président des conseils départementaux informe désormais la CAF et la commune de la prise d'un arrêté autorisant un nouvel EAJE. Ça fait réponse là à des difficultés qui avaient pu être pointées par des maires qui indiquaient que l'offre pouvait se développer sur le territoire sans qu'il en soit prioritairement informé. Enfin, il est prévu l'information du public puisque les arrêtés autorisant les EAJE à fonctionner doivent être affichés à l'entrée des locaux. Alors, pour répondre peut-être juste à une question, enfin 2 questions qui sont posées ici. Première chose,
Pour les MAM, puisqu'on évoquait les aides à l'investissement en contrepartie d'un conventionnement avec... en fait, c'est avec la collectivité compétente. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Si c'est au niveau interco, ce sera le RPE de l'interco. Il n'y a aucune difficulté pour ça. Pour ce qui est des transferts de compétences à l'EPCI, si la compétence petite enfance a été transférée à l'EPCI, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle délibération à partir du moment où c'est clair dans les statuts que c'est l'interco ou l'EPCI qui porte la compétence petite enfance. On ne demande pas une nouvelle délibération pour inscrire précisément les compétences dans les statuts, même si à terme, voilà, en méthode, ce sera mieux, mais on a vraiment donné au préfet des instructions de très grande souplesse sur ces questions pour justement ne pas avoir à refaire systématiquement, surtout en cette période juste avant les élections, de nouvelles délibérations. Et enfin, peut-être une question sur les 4 mois. Ça n'est pas lié à la validation du schéma, c'est-à-dire que le schéma, c'est un des lieux dans lesquels sont vraiment repris effectivement les besoins. Donc ça permet d'instruire la réponse à l'avis. Mais je veux dire, si vous n'avez pas encore de schéma, ça ne vous empêche pas de rendre votre avis. Comme je disais tout à l'heure, vous vous fondez sur l'analyse des besoins qui existent, qui vous est fournie par la CAF, par la CTG, par votre analyse des besoins sociaux, et vous répondez de façon motivée sur ce fondement. Ça n'est pas bloquant. Donc, sur cette stratégie d'offre, hein, donc on a dit voilà, comment est-ce qu'on se projette, comment est-ce qu'on planifie la réponse aux besoins, comment est-ce qu'à partir de là, on maîtrise un peu le développement sur le territoire par la vie. Évidemment, ça ne peut réussir que si on a aussi des stratégies pour faire revenir des personnels. C'est évidemment la difficulté à laquelle tout le monde se confronte aujourd'hui, hein, cette pénurie de professionnels. Donc, on reprend un petit peu, bon, ça mériterait évidemment des développements très spécifiques, là c'est pour reprendre de façon très générale le fait de dire qu'on doit, au niveau territorial, et notamment au niveau départemental, puisque c'est quand même ça l'échelon qui est adapté, avoir vraiment une déclinaison des stratégies de lutte contre la pénurie, des stratégies d'attractivité des métiers. On pourra peut-être refaire des choses dédiées. Vous pouvez regarder du côté des départements qui se sont vraiment saisis de ces questions. Je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, mais il y en a d'autres, y compris en Occitanie, qui ont vraiment porté voilà, une plateforme partenariale au niveau départemental autour des partenariats à la fois CD, DETS, France Travail, CAF, et évidemment en associant les maires, en associant les communes pour travailler sur les grands sujets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on forme les prescripteurs, les gens qui vont vendre, entre guillemets, les métiers, c'est-à-dire est-ce que les conseillers de France Travail connaissent vraiment ces métiers, savent en parler aux demandeurs d'emploi, savent présenter les avantages, etc. Et est-ce que les acteurs de l'orientation scolaire savent le faire? Est-ce que les établissements dans vos communes, les acteurs de l'orientation, les référents métiers sont sensibilisés à ces métiers, sont sensibilisés aux besoins, sont sensibilisés au fait qu'on a aussi de gros besoins d'avoir des professionnels sur ce champ qui soient des gens qui ont fait des études supérieures, des éducateurs de jeunes enfants, des Bac+3, des Bac+4 infirmiers, pas seulement des personnes voilà, qu'on enverrait vers les CAP. Est-ce que voilà, tout le monde a été bien sensibilisé à ça? Est-ce qu'on a pu structurer un peu des ambassadeurs métiers au niveau notamment de vos établissements publics pour aller justement présenter les métiers côté France Travail avec les réunions d'information, dans les réunions d'information des PMI, dans les établissements scolaires? C'est vraiment ça qui aujourd'hui marche le mieux. On le voit, y compris d'ailleurs pour recruter des hommes, puisqu'on travaille souvent là-dessus. C'est encore le fait d'avoir des modèles, des ambassadeurs qui viennent parler dans les collèges, dans les lycées, dans les réunions d'information de France Travail qui jouent sur ça. Réunion d'information des ASMAT. Qu'est-ce qu'on pense comme soutien à toutes les démarches sur la qualité de vie et les conditions de travail, notamment au niveau des CDSF? Comment est-ce qu'on accompagne tous les gestionnaires dans ces démarches? Et puis, comment est-ce qu'on travaille vraiment? Et ça, on a besoin de tous les acteurs territoriaux pour travailler sur les besoins de formation au niveau territorial, et notamment avec les régions, pour qu'on puisse vraiment adapter les appareils de formation au niveau régional aux besoins qui remontent du terrain. Bon, pour ça, on aura notamment les indicateurs annuels qui doivent désormais être
être remontées dans le cadre des comités départementaux des services aux familles qui vont aider à objectiver un petit peu l'état des besoins, qui permettront aussi d'avoir un dialogue avec les régions qui sera plus fourni, plus fructueux sur ces questions. Mais voilà, c'est pour sensibiliser aussi sur le fait que collectivement, on doit s'engager à tous les niveaux sur le fait que pour développer de l'offre, on a vraiment besoin de travailler sur cette question de la pénurie. Donc voilà pour le premier grand volet qu'on voulait développer. Le deuxième grand volet, c'est la stratégie de qualité, la stratégie éducative. Qu'est-ce qu'on déploie au niveau territorial? Donc c'est la compétence de soutien à la qualité pour les autorités organisatrices. Qu'est-ce qu'on déploie au niveau territorial comme stratégie sur ce plan? Alors quel est l'enjeu de cette compétence de soutien à la qualité? C'est vraiment un travail, je dis souvent, d'animation de réseau. Vous n'êtes pas, évidemment, les communes ou les intercommunalités ne se substituent pas au PMI. Ce ne sont pas elles qui assurent le contrôle des établissements, ni même l'évaluation, mais on est bien dans ce travail d'animation de réseau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend l'ensemble de la communauté éducative petite enfance du territoire, les ASMAT, les crèches publiques, privées, associatives, les entreprises qui sont autour de ça, de soutien à la parentalité, d'équilibre vie privée, vie pro, etc., que sais-je, et comment est-ce qu'on anime tout ce réseau pour qu'il monte en compétences, pour qu'il vive, pour que ce soit dynamique, qu'on réfléchisse sur les pratiques, qu'on apprenne les uns des autres, etc. Donc ça peut aller par différentes choses. On va sortir là, très prochainement un guide de bonnes pratiques sur ces questions avec tout ce qui nous a été remonté du terrain. Donc ça commence par les réunions régulières déjà avec l'ensemble du réseau. Déjà, si on se connaît tous, parce que c'est vrai que souvent, par exemple, les micro-crèches privées, il y a beaucoup d'endroits où la commune n'avait pas de relation de travail avec ses partenaires, par exemple. Donc déjà, est-ce qu'on a des réunions régulières où on a l'ensemble, tout le réseau, tous les types de gestionnaires? Est-ce qu'on peut organiser des formations, des interventions communes, du séquençage du travail sur l'année? Typiquement, voilà, vous dites à l'automne 2025, on va travailler sur le territoire sur la question du sommeil du jeune enfant. Comment est-ce qu'on le favorise, qu'est-ce qu'on fait comme activité pour que ça se passe mieux, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui n'arrivent pas à dormir pendant les temps de sieste, avec ceux qui dorment trop longtemps. Est-ce que ça peut être un objet de travail commun sur tout le territoire? Est-ce qu'on peut, à partir de là, avoir peut-être un chercheur qu'on fait venir ou avec une visio un peu commune au RPE? Est-ce qu'on peut avoir quelques dispositifs d'évaluation croisés où tel établissement privé, il va regarder dans tel établissement public et vice-versa pour qu'on apprenne des pratiques des uns des autres, des temps de formation commune? C'est vraiment cette animation de réseau sur le fond métier avec des RPE qui ont un rôle, on dit essentiel, mais pas exclusif. C'est à la haut de prendre en charge, de construire sa stratégie éducative en incluant vraiment les moins de 3 ans sur le territoire. Et donc, les structures ont l'obligation de participer au réseau, oui, puisque c'est la compétence obligatoire, je dirais, de l'autorité organisatrice. On n'est plus quand même tout à fait dans quelque chose qui est à la bonne volonté de chacun. Vous avez été désigné comme le pilote, le chef de file, c'est votre compétence juridique de la politique publique sur le territoire. Donc voilà, vous investissez en tant que tel cette question. Et on a mis un petit focus également sur la question de la continuité éducative, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense en termes de parcours la continuité entre la petite enfance et l'école maternelle. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important et on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs mois sur une stratégie nationale conjointe entre l'éducation nationale et nos ministères sociaux sur la continuité éducative. Donc on espère la sortir très rapidement et à partir de là, on va pouvoir vraiment lancer les travaux pour organiser de meilleures transitions entre les deux systèmes. Déjà que les infos passent entre l'ASMAT qui accueille l'enfant et puis l'école qui va le recueillir. L'ASMAT, elle a sans doute noté plein de choses sur son développement, sur son évolution. Puis on arrive à l'école et rien n'est transmis entre les équipes. Et puis avec un focus spécifique sur les enfants en situation de handicap pour qu'on puisse un peu anticiper leur scolarisation, avec des expérimentations que nous allons lancer sur les rentrées échelonnées au cours de l'année, c'est-à-dire qu'on puisse davantage organiser des rentrées à l'école au moment où l'enfant est prêt, plutôt que forcément à 2 ans coup près. On sait aujourd'hui qu'on a des effets du mois de naissance sur les trajectoires scolaires des enfants qui sont importants. Et on les voit encore à l'âge de 15 ans. Quand on prend à 15 ans les cohortes, on voit encore l'effet du mois de naissance sur les trajectoires scolaires.
tout ça parce qu'on trouve ça plus facile de faire rentrer tout le monde en septembre. Donc il faut qu'on arrive à bouger sur ça. Comment est-ce qu'on accompagne les parents et les enfants dans ces transitions? Comment est-ce que les secteurs se connaissent mieux? On développe plus de formations communes, intercatégoriales entre petite enfance et école maternelle. Comment est-ce qu'on travaille sur la convergence des pratiques? Nous travaillons avec l'Éducation nationale sur des référentiels de pratiques pour l'école maternelle qui soient dérivés, je dirais, de celui qu'on a construit sur le champ petite enfance. Et comment est-ce qu'on arrive à un peu mieux structurer la gouvernance entre les collectivités de l'IEN maternelle, en pensant mieux la place de la petite enfance dans les cités éducatives. Donc voilà, tout ça, là, je vous le dis un peu rapidement, mais c'est vraiment un aspect important aussi dans l'animation de cette communauté éducative, dans ce soutien à la qualité. Et évidemment, on va sortir cette stratégie et on lancera dans les mois qui suivent cette stratégie des assises petite enfance, école maternelle, où vraiment on pourra lancer le travail avec les collectivités, entre les collectivités et l'éducation nationale. Et tout ça va passer ensuite, bien sûr, par instruction via toutes les DESDEN et le réseau des IEN maternelles qui seront mobilisés sur ces sujets. Alors, pour porter cette compétence de soutien à la qualité, c'est-à-dire, je disais, on anime la communauté éducative pour que ça monte en compétences. Évidemment, il faut savoir un peu quel est le socle de tout ça, c'est-à-dire on l'anime pour qu'elle monte en compétences vers quoi. Et le socle, vraiment la pierre angulaire du service public de la petite enfance dans sa dimension de stratégie de qualité, ce sont les référentiels de la loi plein emploi. La loi plein emploi dit que les missions des modes d'accueil, elles sont définies dans une charte qui est déclinée dans des référentiels. Donc on va avoir 2 référentiels. L'un qui va sortir vraiment dans les jours qui viennent, c'est le référentiel national de la qualité d'accueil. Un référentiel vraiment absolument décisif, c'est-à-dire que c'est un référentiel qui dit quelles sont les pratiques de qualité qu'on attend dans les modes d'accueil, de façon très très précise, c'est-à-dire on attend quoi, c'est quoi les pratiques de qualité sur la gestion du sommeil, la gestion des pleurs, l'alimentation, la continence, l'accompagnement des parents, l'accueil des parents dans le lieu, etc. etc. Donc ça va être la base, j'ai un peu de tout, c'est-à-dire quel est le socle qu'on exige de tous les professionnels, qu'ils soient en accueil collectif, qu'ils soient en accueil individuel. C'est ça va être la base du contrôle des PMI, ça va être la base de l'évaluation des établissements et c'est la base du soutien à la qualité. C'est-à-dire soutenir la qualité, là, la qualité, c'est ce qui est défini dans ce référentiel pour l'essentiel, c'est ça qu'il faut avoir comme programme de travail pour toutes les AO, pour toutes les communes et interco, pour se dire c'est vers cet horizon qu'on veut emmener tous nos professionnels et tous nos modes d'accueil. Et il y en aura un deuxième qui en est la déclinaison, si j'ose dire, c'est-à-dire le référentiel commun de compétences et de connaissances. Pour tous les pros de la petite enfance, que ce soit des ASMAT, que ce soit des PUER, que ce soit des EJE, que ce soit des CAP, que ce soit tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend comme compétences? En partant de l'enfant, pour mettre en œuvre des bonnes pratiques de qualité d'accueil des enfants, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences et connaissances? Là aussi, le référentiel le définira, ça on l'attend plutôt pour l'automne, on est en concertation. Et donc, ça fera partie aussi, dans la mission de soutien à la qualité, c'est vers ça qu'on veut emmener toute la communauté éducative. Donc c'est d'une certaine façon la base de travail et le programme de travail. Et on prend tout à fait le point sur la fiche de liaison en termes de handicap entre Educnat et collectivité. Oui, n'hésitez pas à envoyer à l'AMF vos modèles pour qu'elle nous les transmette et on y travaille avec l'Educnat pour faire une fiche nationale. Merci Jean-Baptiste. Donc je vais poursuivre en parlant assez près du micro avec à nouveau les différents textes d'application de la loi pour le plein emploi qui viennent intervenir sur le champ de la qualité d'accueil, aussi bien au sein des EAJE que dans l'ensemble des modes d'accueil. Donc c'est la partie sur laquelle il y a eu depuis décembre 2023 le plus de textes d'application. Donc là j'ai trois slides de présentation dédiés. Tout d'abord sur le plan des EAJE, notez que contrairement à ce qu'il prévalait avant la loi pour le plein emploi, la procédure d'autorisation des crèches est unique dans le public et dans le privé. Donc les crèches, notamment municipales, que vous gérez le cas échéant, sont soumises désormais à la même procédure d'autorisation
de la part du président du Conseil général. Notez par ailleurs que la validité des autorisations en crèche est désormais limitée à 15 ans. Elles étaient de durée illimitée jusqu'à présent. Et le décret qui prévoit les modalités de renouvellement à l'échéance des 15 années est de publication imminente au cours du deuxième semestre 2025. Notez par ailleurs que cette procédure d'autorisation des crèches prévoit une visite de contrôle dans les 12 mois qui suivent la procédure d'autorisation, avec la volonté du coup de sécuriser les conditions d'ouverture des nouveaux établissements. La loi vient par ailleurs, prévoit désormais que l'autorité de contrôle doit vérifier, lorsqu'une crèche change de gestionnaire, que les garanties du nouveau gestionnaire sont les mêmes que celles qui étaient apportées par le précédent gestionnaire, et donc le décret précise les règles en la matière. Notez enfin que les structures doivent désormais faire l'objet d'une évaluation quinquennale. Donc c'est une notion qui n'est pas du tout nouvelle dans le champ du soin, et notamment dans le champ des ESMS, qui est néanmoins nouvelle en droit dans le champ des établissements d'accueil de la petite enfance. Il est prévu à ce titre que les établissements se dotent d'un projet d'évaluation, c'est-à-dire que c'est l'un des documents qui fait désormais partie des projets d'établissement. Et ce projet d'évaluation, établi sur le fondement des référentiels tels que vient de les présenter Jean-Baptiste, doit être mis en œuvre dans l'ensemble des établissements. Alors, je vous précise que les modalités de réalisation de ces évaluations doivent encore être précisées par décret. Il a donc été demandé et souligné auprès des PMI et des présidents de conseils départementaux qu'il était nécessaire que l'absence de projet d'évaluation dans les nouveaux projets de crèche aujourd'hui ne fasse pas obstacle à la validation des projets, puisqu'évidemment les gestionnaires ne seraient pas aujourd'hui en mesure de les rédiger de façon conforme au décret qui n'est pas encore paru. Et notez par ailleurs que les résultats de cette évaluation auront vocation à être publiés, donc rendus publics, et communiqués notamment à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant pour vous permettre de jouer justement ce rôle, notamment de soutien à la qualité. La qualité, ça passe également par un renforcement, une consolidation des prérogatives d'inspection-contrôle. À ce titre, vous noterez que la loi a prévu, et le décret du 28 avril 2025 vient le préciser, la mise en œuvre d'un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant. Aujourd'hui, on a au sein des départements des moyens et des modalités d'organisation des plans annuels d'inspection-contrôle qui sont très disparates, avec notamment des ressources dédiées par les conseils départementaux à cette fonction qui sont très hétérogènes. À travers cette disposition, le décret vient préciser qu'un plan annuel doit venir spécifier le nombre de crèches, le nombre d'assistantes maternelles, le nombre de services de garde à domicile que les autorités locales de contrôle, donc y compris préfets et singulièrement président du conseil départemental, vont venir contrôler avec des objectifs quantitatifs à réaliser. Le plan devra tenir compte de priorités pluriannuelles d'action qui auront à être définies par le ministre chargé de la famille. Et enfin, le décret précise que le plan fait l'objet d'un bilan qui permet de faire apparaître notamment le nombre total de contrôles réalisés et les principales non-conformités constatées. Il est précisé enfin que le bilan est public puisqu'il est annexé aux travaux des CDSF et publié sur les sites des conseils départementaux et des CAF. Donc je vous l'ai évoqué tout à l'heure, l'évaluation des établissements a vocation à être publié. Vous voyez que là, le bilan annuel de contrôle a vocation également à être publié. Et donc, on est sur des éléments de renforcement de la transparence dans le champ de la petite enfance au bénéfice de la qualité d'accueil des enfants et des familles. Notez enfin que le président du conseil départemental est doté de nouvelles prérogatives en termes de sanctions avec deux enjeux. Tout d'abord, le président du conseil départemental a désormais la faculté de fermer des structures, qui était une prérogative antérieurement dévolue au seul préfet. Et il dispose par ailleurs d'une palette de sanctions graduées qui vont de la simple injonction à l'amende, voire l'administration provisoire ou la fermeture immédiate ou provisoire ou définitive. Donc, sur le plan de l'inspection-contrôle, le régime est quand même singulièrement renouvelé au bénéfice d'une plus grande transparence d'une part et plus grande coordination des acteurs d'autre part.
J'en termine sur ce volet avec le décret à nouveau du 1er avril 2025 que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui consacre tout un pan à la rénovation de la réglementation applicable aux microcrèches. Donc les microcrèches, vous le savez peut-être, ce sont des structures dont la capacité d'accueil est limitée à 12 places. Ce type de structure fait l'objet d'un certain nombre de dérogations au droit commun, aussi bien du point de vue des modalités de financement que du point de vue de la réglementation et des normes d'encadrement. Le décret du 1er avril vient supprimer un certain nombre des dérogations qui étaient applicables aux microcrèches dans la continuité des différents rapports IGAS et IGF qui soulignaient qu'un certain nombre de ces dérogations n'apparaissaient pas justifiées du point de vue de la qualité d'accueil des enfants. Donc, ce qui concerne notamment la qualification et la caractéristique des fonctions de direction est aligné sur le droit commun de l'ensemble des autres crèches. Et il est précisé par ailleurs que le personnel le plus diplômé, qu'on appelle le personnel de catégorie 1 dans les crèches, est lui aussi désormais aligné sur l'ensemble des autres catégories de crèches, alors que ces structures bénéficiaient jusqu'à présent en la matière d'une dérogation. La stratégie globale de qualité, au-delà des aspects purement réglementaires que je viens d'évoquer, ça passe aussi par des leviers de financement. Il y a eu plusieurs questions dans le chat qui faisaient référence à cette dimension. Donc vous noterez que dans le cadre de la COG, donc de la Convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF, il a été prévu des mesures financières dédiées à cet enjeu, avec notamment le financement de journées pédagogiques, jusqu'à 3, en tout cas en 2025, on est sur ce plafond, jusqu'à 3 journées pédagogiques financées par an et par crèche, dans les crèches PSU, et la mise en œuvre d'un fonds dédié à la qualité d'accueil, et notamment 70 millions entièrement dédiés à l'amélioration de la qualité pour financer des projets dans les établissements. Notez enfin que le principal outil financier des CAF, qui est donc la prestation de service unique, fait l'objet d'une réforme de calcul assez profonde en 2025. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais cette réforme a vocation à venir corriger un certain nombre d'effets de bord et de centrage des équipes sur des aspects gestionnaires parfois éloignés des aspects strictement de qualité d'accueil. Peut-être juste pour répondre à deux questions qui ont été posées dans le chat. D'une part, quelqu'un qui revenait sur les obligations des EAJE privés de participer à ce travail des AO. C'est tout à fait une obligation de leur part. Bon, d'abord, je vous rappelle que dans le projet d'établissement des EAJE doit figurer un projet social et de développement durable dans lequel l'établissement précise la façon dont il s'inscrit dans son territoire avec les partenaires. Donc, à partir de maintenant, la façon dont il s'inscrit dans son territoire, et c'est bien posé dans le référentiel qualité pour les établissements, c'est comment est-ce qu'il s'inscrit dans la stratégie éducative et de qualité de l'autorité organisatrice du territoire, comment il collabore, etc. Ça fait partie des pratiques qui sont attendues, qui sont posées également dans les pratiques organisationnelles du référentiel qualité, ce qui veut dire qu'il revient, et rapproché, voilà, dans le travail conjoint avec eux, il revient à la PMI de reprendre l'établissement si il fait preuve de mauvaise volonté, je dirais, pour participer à ce qui est la compétence juridique de la haute construction de sa compétence de stratégie éducative. Et puis sur l'exercice de les fonctions de contrôle, puisqu'il y avait une question en tant que responsable RPE, est-ce qu'on peut aller contrôler la qualité? Donc là, vous n'avez pas de compétence de contrôle. Pas, voilà, vous ne contrôlez pas les établissements, ça c'est vraiment les PMI. C'est encore une fois, voilà, vous travaillez avec le réseau, vous animez le réseau, vous faites des démarches pour que ce réseau monte en compétence, mais vous ne contrôlez pas en tant que tel la qualité. Alors, on passe rapidement peut-être sur le dernier volet donc, de ces compétences. On disait stratégie d'offre pour le développement de l'accueil, stratégie de qualité ou stratégie éducative et stratégie d'accompagnement et d'information des parents. Et nous viendrons, ne vous inquiétez pas, sur l'accompagnement financier de cette question. Ça va venir, ça va venir. Donc, accompagnement et information des parents, donc ça c'est la deuxième compétence de la loi plein emploi, qui est attribuée aux autorités organisatrices, informer et accompagner les parents d'enfants de moins de 3 ans et les futurs parents.
Donc c'est vraiment, là aussi, dans le rôle de pilote de la politique publique, comment est-ce qu'on pense un peu à cet accompagnement global. Donc il y a 2 volets que je remets ici. Le premier, c'est comment est-ce qu'on accompagne les parents dans leur recherche d'un mode d'accueil. Donc, garantir la bonne information sur toute l'offre, sur les aides auxquelles ils ont droit, avoir un parcours parent avec, voilà, en s'avançant vers un guichet unique, notamment via le RPE, et si possible vers des commissions d'attribution uniques, enfin, voilà, qui rassemblent de plus en plus d'établissements dans les commissions d'attribution. Comment est-ce qu'on arrive à avancer vers le guichet unique et avec des actions aussi d'aller vers, on l'évoquait tout à l'heure, pour les familles les plus éloignées, pour aller les chercher. Donc ça, c'est accompagnement des parents vers le mode d'accueil. Et puis, il y a évidemment l'accompagnement des parents tout court, c'est-à-dire dans la parentalité. Là aussi, le rôle de pilotage, c'est quoi? C'est comment? C'est pas que c'est la commune, évidemment, qui va tout faire, loin de là. C'est qu'aujourd'hui, de la même façon que dans l'accueil, il y a considérablement d'acteurs dans ce domaine, le CCAS, le CIAS, les associations financées par la CAF, le CD, y compris dans ses actions de prévention financées via l'ASE, les hôpitaux, les mater, les sages-femmes qui font des visites à domicile, tout ce qu'on veut. Bon. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre tous ensemble, là aussi, pour avoir quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus constitué sur le plan stratégique au niveau territorial, en se disant, est-ce qu'on a le maillage, sur le plan temporel, c'est-à-dire depuis la périnate jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, est-ce que j'ai le parcours parent? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a les conseils qui sont donnés aux parents et notamment aux mères en sortie de maternité qui concernent beaucoup les premiers mois et les soins, notamment physiologiques, mais que le parent, quand son enfant voilà, il pleure beaucoup, il y a des questions à 9 mois, 10 mois, 11 mois, là, est-ce qu'on a les ressources vers lesquelles se tourner, voilà, sur cet âge-là? Et puis, est-ce qu'on a le maillage, je dirais en termes thématiques, de la prévention universelle, qu'est-ce qu'on veut apporter à tous les parents comme info sur le territoire, sur toutes les questions, sur le développement, sur l'attachement, par qui, et puis jusqu'à l'intervention plus ciblée pour les familles avec des difficultés, jusqu'à la protection de l'enfance. Est-ce que ça, avec tous les partenaires qu'on a, on arrive à avoir ce maillage? Et dans cette action d'accompagnement des parents, il y a un acteur clé, évidemment, ce sont les modes d'accueil. Et ça, vous le verrez avec le référentiel qualité, c'est vraiment une mission sur laquelle on veut faire monter encore plus que ce n'est le cas aujourd'hui les modes d'accueil, c'est-à-dire en accompagnement des parents. Il faut vraiment que ce soit un lieu qui soit pensé pour accueillir les enfants, mais aussi accompagner les parents, être des points de diffusion, je le disais tout à l'heure, sur la compréhension de l'enfant en population générale. On le met dans le référentiel, on est aussi en train de l'accentuer dans toutes les réformes des diplômes, dans la création d'un nouveau diplôme éducatif, où vraiment la partie accompagnement des parents, on l'accentue, y compris parce qu'on a beaucoup de retours terrain, par exemple de pros, d'ASMAT, qui nous disent finalement il y a de plus en plus de demandes des parents qui sont un peu déboussolés, qui viennent vers nous pour des conseils, et on ne se sent pas assez outillé, porté sur ces missions, donc on accompagne beaucoup ce point. Donc il y a ces 2 éléments, et puis on le disait au départ, également l'accessibilité pour toutes les familles. Donc, on a parlé de la prise en compte des besoins, de la façon dont on essaie de développer des dispositifs qui soient plus souples, plus adaptés à des familles qui sont éloignées de l'accueil, hybrides, etc. Donc, vous avez des financements via le Fonds public territoire, via le Fonds d'innovation pour la petite enfance pour développer des solutions un peu innovantes, comme on dit, des crèches à VIP également, objectif de développement ambitieux pour 2027. Et puis sur l'accessibilité, pour faire un tout petit focus là-dessus, une réforme très importante, c'est la réforme du CMG, réforme du complément mode de garde, qui va entrer en vigueur en septembre, c'est-à-dire une convergence des restes à charge pour les familles entre l'accueil individuel et l'accueil collectif. J'ai mis les autres éléments ensuite, mais là c'est vraiment un élément essentiel, puisque jusqu'ici, notamment pour une famille qui avait des ressources faibles, évidemment c'était beaucoup plus cher de recourir à une ASMAT qu'à une crèche, donc ils n'y recouraient pas. Là, avec la réforme du CMG, ça coûtera à peu près le même prix, une ASMAT et une crèche. Donc il y a vraiment une modification de la sociologie potentielle des gens qui peuvent accéder à de l'accueil chez des assistants maternels. Et donc aussi
des possibilités d'emploi pour des assistants maternels, puisque jusqu'ici, c'est vrai qu'on pouvait avoir des gens qui pouvaient être asthmates dans des quartiers bon, voilà, type QPV, Cité, etc. Mais les parents qui pouvaient y recourir, qui n'habitaient pas là, n'avaient aucune envie de mettre leurs enfants dans ces quartiers. Donc, vous aviez des espèces de freins comme ça énormes. Bon, là, vous pouvez avoir, y compris des asthmates qui s'installent dans des quartiers plus populaires, avec des familles du quartier qui peuvent aussi recourir, etc. Donc, on a vraiment des avancées sur ces questions d'accessibilité. On va finir sur l'accompagnement qui vous est proposé. Merci Jean-Baptiste. Je reviens juste sur le complément mode de garde qui était évoqué juste avant, le CMG, pour vous indiquer qu'à ma connaissance, un live est réalisé par la CNAF pour présenter cette réforme ce mercredi après-midi. Vous pouvez y accéder, je pense, sur le site caf.fr. Et au regard des enjeux très transformateurs que cette réforme emporte, je vous engage fortement à le regarder. Ça permet de prendre la mesure de tout ce que ça peut modifier pour la place de l'accueil individuel au sein de vos territoires. Donc, comme évoqué, nous allons désormais aborder la question de l'accompagnement, enfin les modalités d'accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Donc, le principe de l'accompagnement financier a été posé par la loi du 18 décembre 2023 en conformité avec l'article 72-2 de la Constitution. Et cette loi prévoit que l'accroissement des charges qui résulte de l'exercice obligatoire de l'ensemble des compétences par une commune fait l'objet d'un accompagnement financier. La loi pose pour principe que, ou plutôt les principes qui découlent de la rédaction de la loi, sont que donc, son montant global, l'enveloppe financière totale et les critères de répartition sont fixés par la loi. Ces modalités de calcul et notamment de répartition entre bénéficiaires sont précisées par un décret en Conseil d'État qui est de publication imminente, après avoir fait l'objet d'une concertation assez large avec les collectivités, notamment l'AMF, et des consultations obligatoires au Conseil national de l'évaluation des normes et au Comité des finances locales au printemps 2025. Ce sont les communes de plus de 3 500 habitants qui sont les destinataires de cet accompagnement et non leur groupement. Donc les transferts de charges financières associés au transfert de compétences se font dans le cadre du droit commun du règlement des compétences et des charges au sein d'un EPCI. Il n'est pas prévu par ailleurs, en tout cas au sens de la loi, au regard de ce que je vous ai lu plus haut, d'accompagnement financier pour les communes de moins de 3 500 habitants. Notez qu'il s'agit d'une aide forfaitaire, non affectée et libre d'emploi, et elle sera versée de façon très opérationnelle par l'Agence de services de paiement, qui est un établissement public de l'État. La répartition de l'accompagnement financier, enfin la désignation de l'accompagnement financier par commune étant prévue par arrêté ministériel à la rentrée. Le montant inscrit en loi de finances pour 2025 s'élève à 86 millions d'euros et la loi de finances a prévu que ce montant est réparti entre l'ensemble des communes bénéficiaires en tenant compte d'une part du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune. Alors, dans cette slide, vous voyez le mécanisme concret du calcul de l'attribution individuelle de l'accompagnement financier pour la commune. Je ne vais pas commenter d'un point de vue mathématique la formule, simplement vous indiquer que ce qu'elle signifie, c'est qu'on commence par regarder quel est le poids de chacune des communes de plus de 3 500 habitants dans un tout, qui est donc la totalité des communes de 3 500 habitants, en qualifiant son poids au regard du nombre de naissances domiciliées sur la commune cumulées sur les 3 dernières années et le potentiel financier par habitant de la commune. En associant ces deux coefficients, on a le poids de la commune dans l'ensemble et en multipliant ce poids de la commune dans l'ensemble par 86 millions d'euros, on aboutit au montant de l'attribution individuelle pour la commune. À titre d'exemple, enfin à titre d'illustration, en 2025, il y a 3 284 communes éligibles, c'est-à-dire de plus de 3 500 habitants. 90% des communes comptent en réalité moins de 1000 naissances cumulées sur 3 ans et près de 90% des communes percevront, avec le mécanisme de cette formule de calcul, entre 20 et 30 000 euros sur l'année. Les montants maximums s'échelonnent jusqu'à 97 000 euros en 2025. Donc vous voyez que l'échelonnement des communes, ça va d'un rapport de 1 à 4 à peu près.
La vision cible qui a prévalu pour la réalisation de cette formule de calcul, c'est qu'il convenait tout d'abord d'accompagner le déploiement du SPPE sur tous les territoires et donc notamment pour toutes les communes bénéficiaires avec un objectif de montée en charge. C'est la raison pour laquelle toutes les communes sont relativement bien servies dans le bas de l'échelle, puisque même des communes avec quelques naissances par an sont servies à hauteur de 20 à 30 000 euros par an. Je te laisse poursuivre. Oui, peut-être juste en complément par rapport aux questions évoquées. Donc, en effet, il n'y a pas d'aide pour les communes de moins de 3 500 habitants. Voilà, ça c'est un principe qui a été posé par la loi plein emploi, puisque il a été considéré dans les débats parlementaires que seules les collectivités qui avaient les 4 compétences, c'est-à-dire les plus de 3 500, étaient éligibles à avoir un accompagnement et avaient des charges vraiment significativement supplémentaires. Donc c'est uniquement les communes de plus de 3 500. Ensuite, si la compétence est déléguée à l'intercommunalité, l'accompagnement va à la commune, ça c'est constitutionnel, enfin voilà, les compétences elles sont les communes. Ensuite, si la compétence a été déléguée à l'intercommunalité, bah, évidemment, charge à la commune de transférer l'accompagnement financier à l'interco selon les principes de droit commun de charges transférées. Il n'y a pas besoin de refaire une commission locale, une CLECT, pour transférer cet accompagnement. À partir du moment où les compétences sont déléguées, il est transféré. On vous a remis, on vous remet l'adresse dans le support, hein, on vous a remis dans la foire aux questions SPPE que vous avez sur le site du ministère, tout le détail des dispositions sur comment on se transfère, qu'est-ce qui se passe si une commune refuse de transférer l'accompagnement alors qu'elle a délégué la compétence, comment est-ce que ça se passe pour l'interco pour faire un appel pour récupérer cet accompagnement, est-ce qu'il y a besoin de repasser par une CLECT ou pas, enfin voilà, on a remis un petit peu tous ces éléments de doctrine vraiment techniques dans la foire aux questions, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et puis, voilà, bon, on vous mettait rapidement l'accompagnement par les partenaires sur le territoire. Évidemment, tous les partenaires doivent être impliqués, hein, vous le disiez dans le chat. Mais voilà, pour vous rappeler que vraiment, les CAF sont vos premiers partenaires positionnés vraiment en soutien à l'ingénierie, en appui, en conseil. Et puis avec les chargés de coopération financés par les aides au poste. Pour vous donner une idée, hein, par rapport aux 86 millions qui étaient évoqués pour l'accompagnement, c'est à peu près le budget qu'il y a côté CNAF pour financer les chargés de coopération. Donc de certaine façon, ces aides au poste, elles sont doublées avec le SPPE. On double au niveau national l'aide qu'on apporte pour financer des postes services petite enfance. Donc les CAF, voilà, vraiment sont vos aides au quotidien. Les services de l'État, bien sûr, côté préfecture, en conseil juridique, notamment sur ces questions de délégation de compétences. Et nous allons demander, d'ici l'été, de désigner dans chaque département, au sein des services de l'État, préfecture ou DETS, un interlocuteur spécifique sur le SPPE. Donc on va renforcer un peu le point d'entrée que vous aurez au niveau départemental pour s'assurer que les réponses vous soient apportées et qu'il y ait de la mobilisation via les services de l'État, et avec le CDSF qui est vraiment l'instance dans laquelle on construit les objectifs communs et les partenariats territoriaux. Donc voilà, on vous a remis tous les guides et outillages, hein, tout ce que vous pouvez avoir à disposition sur le site du ministère. La foire aux questions, on a vraiment essayé de répondre à toutes les questions. Elle a été travaillée l'année dernière, elle a été remise à jour aussi avec ce qui nous a été remonté. N'hésitez pas à continuer à faire remonter vos questions, y compris via l'AMF, voilà, qui ne trouverait pas réponse sur votre territoire. Cette foire aux questions peut être enrichie, mise à jour régulièrement avec les questions qui remontent s'il y a des difficultés. Et puis, quantité d'outils à destination des autorités organisatrices, des communes ou des interco que vous pouvez trouver sur le site, des guides de bonnes pratiques, des parcours types pour les
parents, des documents pour présenter les métiers de la petite enfance. Là, je disais, on va sortir un guide de soutien à la qualité très rapidement. On est en train de travailler aussi sur un guide de l'acheteur public pour vous aider avec vos délégations de services publics ou subventions d'associations, achats de berceaux, etc. Bon, voilà, donc tout ça, ça va être alimenté. Vous pouvez aussi consulter tous ces éléments pour avoir des outillages, des appuis et des lignes directrices. Et on vous a mis la liste des textes pour Memento. Le nom du site, c'est le site du ministère des Solidarités. Vous avez le lien sur le support. Hein. Si vous tapez dans Google foire aux questions SPPE, Service public de la petite enfance, ou outils SPPE, et vous allez tomber normalement sur le site du ministère des Solidarités. Notez par ailleurs que donc, le support qui est, je le dis à l'oral pour que tout le monde l'ait à l'esprit, qui sera bien transmis avec la vidéo du webinaire, le support comporte des liens cliquables et donc la foire aux questions et les outils à destination des autorités organisatrices sont disponibles depuis le support en lien cliquable. Sur cette dernière diapo que vous voyez, on a remis l'ensemble des décrets que nous avons pu évoquer aujourd'hui. Ceux qui sont en bleu soulignés sont des liens cliquables et ils sont parus. Et vous avez du coup ensuite 4 décrets ou arrêtés qui n'ont pas de lien cliquable parce qu'ils sont de publication imminente mais pas encore parus. Voilà, merci à tous pour votre attention. Peut-être juste par rapport à quelques questions, là, donc, guide de la commande publique, nous visons le prochain congrès salon des maires, donc plutôt vers l'automne. Pour ce qui est d'expérimentation, donc il n'y a pas d'expérimentation sur le SPPE en tant que tel, puisque bon, bah, là c'est la loi. En revanche, il y aura des expérimentations, par exemple sur la question que j'évoquais de la continuité éducative, de la transition petite enfance, école maternelle. Donc si vous êtes particulièrement engagé sur ces questions et que vous avez envie de vous lancer dans vos territoires, bah, vous pouvez écrire à l'AMF aussi voilà, pour qu'elle nous remonte des territoires qui ont envie de se mobiliser particulièrement. Et puis enfin, sur le financement des EPCI. Donc voilà, pour que ce soit bien clair, hein, le financement, ce sont les communes de plus de 3005 qui sont financées. Donc elles remontent si elles ont délégué la compétence à l'EPCI. Si dans l'EPCI, il n'y a pas de communes de plus de 3005, il n'y aura pas de financement qui va arriver, même si l'EPCI a les compétences. Voilà, on sait que c'est une situation qui n'est pas du tout satisfaisante, mais à ce jour, voilà, c'est comme ça que ça a été défini dans la loi. Peut-être qu'un jour, il y aura une solution pour ces EPCI qui n'ont pas de communes de plus de 3005 et qui ont la compétence, mais aujourd'hui, il n'y a pas de financement qui arrive, puisque le financement, il vaut parce que la commune a plus de 3005, même si après, elle retransfère en cas de délégation. Merci beaucoup, messieurs. Merci vraiment à vous, Jean-Baptiste Frossard. Merci à Guillaume Roussier. Merci aussi à Sarah Nelly, qui sont à nos côtés, nos collaboratrices de l'AMF. Nous allons conclure ce webinaire extrêmement complet. Vraiment, merci pour la qualité de cette présentation. Daniel Cornalba, en préambule, a rappelé les réserves de l'AMF, les réserves financières, les réserves sur la pénurie de professionnels. Moi, j'en profite donc pour vous dire que, bien sûr, la totalité de ce webinaire, la totalité de la présentation sera en ligne sur le site de l'AMF. Vous redire que la mise en place de ce service public petite enfance peut nous permettre de nous réorganiser, nous restructurer dans nos territoires. Nous ne sommes pas seuls pour travailler ce sujet-là. Nous, les élus locaux qui portons ce sujet haut et fort, ce sujet de la petite enfance, de la manière la plus qualitative qui soit, mettons-nous autour de la table avec nos CAF locales, avec les PMI, avec les comités départementaux de services aux familles quand ils sont efficaces, quand ils sont organisés localement. Et puis, n'hésitons pas à nous concerter en amont pour travailler nos schémas. Voilà. Je vous inviterai bien volontiers à nous rejoindre également dans notre groupe de travail à l'AMF que nous présidons, que nous co-présidons ensemble avec Daniel Cornalba. Ce groupe de travail qui se réunit régulièrement tout au long de l'année, au fil de l'actualité et avec ce sujet en filigrane de façon régulière, bien sûr, pour évoquer ce service public petite enfance et tous les sujets que nous avons entendus aujourd'hui. Eh bien, nous les connaissons, mais chaque fois, nous alimentons le groupe de travail de sujets d'actualité, de choses nouvelles, des remontées de terrain que nous apprenons et puis qui nous permettent là aussi de faire remonter des choses au ministère. Donc, vous êtes les bienvenus, tous et toutes,
dans ce groupe de travail que j'ai le plaisir de co-présider avec Daniel Cornalba. Et puis, nous accueillons régulièrement nos 2 intervenants du jour dans ce groupe de travail. Voilà. Écoutez, on va conclure puisque je vois que les uns et les autres, vous quittez la réunion. Merci vraiment à chacun d'entre vous et au plaisir de nous retrouver pour continuer d'échanger sur ce sujet qui nous anime. Merci.